Mesdames et messieurs, chers collègues, cher professeur Herman, très cher François, j'ai le plaisir de vous accueillir à cette leçon d'honneur du professeur François Herman à l'occasion de son départ à la retraite. François Herman étudie la médecine à Genève, où il obtient son diplôme de médecin en 1985 et son doctorat en 1987. En 1986, alors qu'il est jeune médecin assistant en gériatrie, il va accueillir 2 stagiaires pour leur première expérience en médecine interne et leur insuffler son enthousiasme, son énergie et son fameux sens de l'organisation et de l'optimisation. En fait, se retrouvent dans le petit bureau des médecins de l'unité 3 geeks passionnés d'informatique médicale qui chacun, à leur manière et durant leur carrière, contribueront à faire briller cette discipline chère au professeur Jean-Raoul Scherer, pionnier de ce domaine à Genève et en Europe, et mentor de ces 3 larrons, François Herman, Christian Lovis et votre serviteur. Mais cher François, ce que je retiens le plus de ce premier stage, c'est ton esprit de compagnonnage, ta générosité pour transmettre tes connaissances et tes valeurs. C'est aussi le fait que tu nous aies incités à participer avec toi à un congrès de médecine interne à Bâle. Mais plus que tout, cette invitation, à cette même occasion à Bâle, au restaurant triplement étoilé Stucky, pour faire un festin inoubliable. Comme on dit, on n'a qu'une opportunité de faire une bonne première impression, et crois-moi, elle fut excellente, et elle m'a appris l'importance de la convivialité et de la générosité pour former et faire prospérer des équipes gagnantes. Quelque chose me dit par ailleurs que ton penchant pour la bonne chère n'est pas totalement étranger au développement de certains de tes projets de recherche innovants, comme par exemple celui sur le contenu des frigos des patients âgés et de l'analyse de leur valeur prédictive du risque de réhospitalisation et de décès. Mais revenons à ton parcours académique, puisque de 1988 à 1991, tu effectues un séjour postdoctoral de recherche en informatique médicale à la Harvard Medical School, dont tu portes aujourd'hui fièrement la cravate, et tu obtiens une maîtrise en santé publique de la même université. Titulaire d'un certificat de formation continue en management des institutions de santé de l'Université de Genève, tu es nommé médecin adjoint agrégé au département de réadaptation et de gériatrie des HUG, où tu exerces des activités de qualité des soins et de recherche clinique. Ton domaine de recherche est l'épidémiologie gériatrique, en lien avec la cognition, la longévité, les centenaires, la mortalité et le climat. Privat-docent en 2002, puis professeur associé en 2013, tu es nommé professeur ordinaire au département de réadaptation et gériatrie en mai 2020, département dont tu es le directeur académique depuis 2021. Notons aussi que parmi tes nombreux engagements pour la faculté, tu as dirigé l'important programme des travaux de master en médecine. Cher François, je te remercie pour ton engagement sans faille au service de la faculté et des HUG, et en particulier pour ton enthousiasme très contagieux. Nous nous réjouissons de t'entendre maintenant pour ta leçon d'honneur intitulée « L'épidémiologie gériatrique à l'épreuve du réel ». François, the floor is yours. Monsieur Doyen, cher Antoine, chers collègues et amis, famille, je vais vous faire un petit florilège. Le titre était autre que j'avais prévu, mais le service de la com de l'université est passé par là. Et comme souvent dans mes topos, j'aime bien commencer par une petite image énigmatique qui n'a rien à voir avec le sujet de prime abord. Mais comme vous allez le voir plus tard, ce n'est pas la fontaine de Jouvence, mais il y aura une anecdote et puis un autre fait à propos de cette image à la fin. Je vais vous parler de 3 choses. Tout d'abord, des réhospitalisations et des soins à domicile. Pour ce faire, je vous propose un petit résumé d'un de mes premiers grands articles que j'ai réalisé lorsque j'étais à Boston, qui était cité passablement et plus de 30 ans après, il est toujours cité une dizaine de fois par année. En principe, la demi-vie d'un article, c'est 8 ans, et on voit que celui-ci, il a une certaine persistance. Le contexte, on s'est intéressé en fait à regarder la valeur prédictive de l'albuminémie, donc
le dosage d'une protéine sanguine qui sert entre autres à transporter les médicaments chez plus de 15 000 patients hospitalisés entre 1984 et 1988. Il y avait un système informatique très performant là-bas, 500 lits mais 2000 terminaux. Et puis les temps de réponse étaient inférieurs à la milliseconde. S'ils étaient supérieurs à 2 millisecondes, on considérait qu'il y avait un problème dans le système. Et puis, j'ai rajouté des modules statistiques dans le système, plus des modules d'extraction pour pouvoir travailler les données. Et on a remarqué qu'il y avait 21% de cette population qui avait une albuminémie basse, en dessous de 34 grammes par litre, ce qui est potentiellement un indicateur de sévérité de la maladie. Et puis, l'idée, c'était de voir quelle était la signification clinique de ce marqueur. Donc, dans le système, on a pris tous les patients âgés de plus de 40 ans qui avaient cette mesure qui avait été faite dans les 48 heures après l'admission. On a fait différents modèles qu'on a ajustés pour l'âge, le sexe, d'autres électrolytes, l'hématocrite et d'autres variables cliniques. On a également catégorisé les patients par niveau d'albuminémie et puis on a également fait des sous-analyses pour différents codes diagnostiques. Alors ça, c'est la liste des codes diagnostiques de l'époque, c'est en CIM 9, maintenant on a la CIM 10, bientôt la CIM 11. Mais c'était important pour voir est-ce que nos trouvailles étaient également validées dans des sous-populations. On a comparé les personnes qui avaient une albumine par rapport à celles qui ne l'avaient pas eue. Et l'âge était légèrement supérieur, il y avait un peu plus de femmes. C'était surtout les services médicaux qui demandaient une albuminémie, les services chirurgicaux avaient moins tendance à le demander. Et puis, on avait également une différence de taux dans les admissions électives et les durées de séjour étaient également plus longues. Il y avait plus de décès et plus de réadmissions. Donc, c'était quand même des patients différents de l'ensemble de la population hospitalisée sur cette période dans l'hôpital. Si on contraste les personnes qui ont une albuminémie basse par rapport à une albuminémie normale, eh bien, on voit qu'ils étaient plus âgés, il y avait plus de femmes. De nouveau, ils séjournaient plus souvent en services médicaux. Il y avait moins d'admissions électives, la durée de séjour était plus longue, le taux de décès beaucoup plus important, 14% versus 4%, un taux de réadmission légèrement augmenté, et puis également un délai sur la réadmission qui était raccourci. J'aimais déjà beaucoup la 3D à l'époque, et c'est mon premier article où j'ai pu mettre des figures 3D. À l'époque, il y avait très peu de logiciels qui permettaient de le faire. L'avantage, c'est qu'en un seul coup d'œil, on voit ici sur l'axe des X eh bien, les valeurs d'albumine. Quand elles sont élevées et que les personnes sont jeunes, eh bien, on a la mortalité la plus basse, de l'ordre de 1%. Plus l'âge augmente, on voit que les petites marches d'escalier vont croissant chaque fois que l'âge augmente. Et puis, si on va dans l'autre sens ici, on voit que la mortalité augmente quand l'albuminémie descend. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que pour les albuminémies très basses, eh bien, on voit que l'âge ne joue plus de rôle, que l'albumine a un rôle prépondérant. Et on le voit directement avec nos yeux. Si on regarde les durées de séjour, eh bien, l'effet est moins tranché. Ici, on a un effet exponentiel de l'hypoalbuminémie. Ici, on voit qu'on a un effet plutôt linéaire. Bien sûr, là-dessus, on a fait des modèles de régression. Et puis, on a ajusté ces différents modèles et on a pu confirmer que la durée de séjour, le risque de mortalité et la fréquence et la vitesse de survenue des réadmissions étaient augmentées quand on avait des albumines émis plus basses. Donc, on a conclu dans ce travail que l'albuminémie est un bon marqueur de sévérité. La valeur prédictive était relativement faible. Il n'y a que dans la cholécystectomie où elle montait à 20% de la valeur prédictive. Sinon, elle était entre 5 et 7%. Mais c'est quand même un paramètre qu'il est important d'intégrer dans les facteurs pronostiques des patients. C'est une des raisons pour lesquelles le papier est toujours cité actuellement, parce que c'est toujours la plus grande étude sur la question. En parlant d'alimentation, je vais vous parler des fameux réfrigérateurs. Alors l'idée venait pas de moi, je me suis occupé de la statistique. On avait au début une hypothèse de départ. On a fait, c'est mon seul article dans Lancet, le vrai Lancet. J'en ai d'autres, mais c'est Lancet Public Health et puis Lancet Climate Change. Mais dans le vrai Lancet, j'en ai qu'un seul. Et c'était une idée de Charles-Henri Rapin. En fait, l'idée, c'était fêter les centenaires du frigo, puis il s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire avec le frigo? Parce qu'en 1999, ça faisait 100 ans que la patente avait été déposée pour le réfrigérateur.
L'idée, c'était de faire une étude observationnelle prospective chez des personnes âgées à domicile. D'habitude, on regarde dans les pharmacies des patients avec leur accord pour voir quels sont les médicaments qu'ils ont. Est-ce que les médicaments sont périmés? Est-ce que c'est des médicaments qui peuvent potentiellement générer des interactions avec leur situation actuelle? Et la première hypothèse qu'on a testée, c'était savoir, lors des visites médicales, les médecins qui travaillaient à la polyclinique de gériatrie à l'époque, avec l'aide de diététiciennes, devaient faire un bilan avec l'accord du patient du contenu du réfrigérateur. Est-ce que la nourriture était périmée ou pas? L'idée était, si on avait des dates de péremption dépassées, eh bien que le risque d'hospitalisation du patient dans les 3 mois risquait fort d'être augmenté. Après analyse, ce paramètre-là n'a rien donné. Ensuite, on s'est dit, s'il y a un déficit protéique dans le frigo, par exemple, ça manque de viande, de produits laitiers ou autres, le risque d'hospitalisation devrait être augmenté aussi. Que nenni, aucun effet. Et la dernière hypothèse, c'était, si on a un frigo vide, est-ce que cela va influencer le devenir du patient? Alors, comment est-ce qu'on a défini un frigo vide? C'est un frigo qui contient 3 ou moins produits nutritionnels différents. Le lieu, c'est à Genève. C'est la Polygère qui a fait le travail, 2 médecins, et ça a duré 11 mois, et ça fait l'objet de la thèse de doctorat de Nanir Boumangel. Moi, je me suis occupé des statistiques. Alors, au début, toutes les hypothèses étaient négatives. Et ici, vous voyez ce qu'on appelle une courbe de Kaplan-Meier qui indique ici le risque de ne pas aller à l'hôpital. On voit que les personnes qui avaient un frigo plein avec plus de 3 aliments différents, eh bien, après 100 jours, quasiment 3 mois, il n'y en avait que 25% qui avaient été hospitalisés. Alors que ceux qui avaient un frigo vide, eh bien, il y en avait plus de la moitié qui ont été hospitalisés dans le même intervalle de temps. Si on fait une analyse à 30 jours, on voit que les 2 courbes sont différentes. À 60 et à 90 jours, elles sont plus différentes parce qu'il n'y a plus assez de patients qui ont été suivis. Par contre, on a fait un modèle qui s'appelle une régression de Cox qui permet de calculer à quelle vitesse la personne est à risque d'être hospitalisée. Et on a ajusté pour plein de paramètres logiques. L'âge, en principe, plus on est âgé, plus on est à risque. Les personnes de sexe masculin sont à risque augmenté aussi. Si on vit tout seul, on a plus grande probabilité d'avoir un frigo vide. Eh bien, on a vu que cela ne changeait pas le risque. Tous les P ici sont supérieurs à 0,05. L'indice de masse corporelle, donc la corpulence, le poids divisé par la taille en mètres au carré, ne jouait pas de rôle non plus. La fameuse albumine n'était pas associée non plus au risque d'hospitalisation dans les 3 mois depuis le domicile. Et puis, la C-réactive protéine, un marqueur d'inflammation, non plus. Ajusté pour tous ces paramètres, restait qu'un seul, le réfrigérateur vide, qui augmentait de 3 fois le risque d'être réadmis, enfin d'être hospitalisé dans les 3 mois qui suivaient, quand on faisait une régression logistique simple. Et puis ici, avec le modèle de Cox, les personnes étaient hospitalisées 3 fois plus vite quand leur frigo était vide. Depuis, c'était institutionnalisé à la Polygère, avec l'accord du patient, toujours guigné dans le frigo. On a obtenu l'accord d'une patiente, on n'a pas eu besoin de lui mettre un bandeau noir sur les yeux, elle a accepté d'être photographiée, son fils aussi, devant son frigo ouvert. Alors elle, son frigo, il est bien rempli, on voit qu'il y a du fromage, du lait, du jus de pomme, de la moutarde, ça compte pas vraiment, hein, mais il y a des œufs, du yogourt. Par contre, ce qui est intéressant de noter, c'est sur le frigo, il y a presque autant de nourriture pour le chat que de nourriture pour la personne dans le frigo. Maintenant, c'est clair qu'un frigo vide, c'est un marqueur d'isolement social, parce que si la personne n'arrive pas à remplir son frigo, eh ben, c'est probablement qu'elle a un entourage qui n'arrive pas à le lui remplir. Alors, on s'est posé une autre question, plus démographique, épidémiologiste, c'est qui va s'occuper des personnes très âgées. Ça fait l'objet d'un papier dans le BMJ, mon seul BMJ, et on sait qu'il y a une croissance démographique importante des personnes âgées et des personnes extrêmement âgées. Et puis, on sait que cela va augmenter la pression sur les soins de longue durée et les EMS qui vont dépasser la capacité de fournir des prestations, y compris des soins informels. On sait qu'il existe un indicateur économique qui s'appelle le taux de soutien, et à l'instar de ce paramètre, on a proposé un nouvel indicateur tout simple. L'idée, c'était calculer cet indicateur pour la Suisse et les États-Unis. Ça fait l'objet de la publication du BMJ. Et ensuite, on a recalculé ce même indicateur pour 150 pays
pour l'ensemble de la planète sur tous les continents. Alors, ce qu'on appelle le taux de dépendance, c'est le nombre de personnes jeunes et de personnes âgées, les moins de 20 ans et les plus de 65 ans, qui sont soutenus financièrement par la population active qui est censée travailler entre 20 et 65 ans. Je dis censé en Suisse, parce que dans d'autres pays, on a d'autres fourchettes d'âge. Ce sont un indicateur officiel qui est utilisé par l'OMS et puis par le GATT, anciennement Bureau international du travail. J'aime bien l'humour. Et puis ici, vous vous rappelez peut-être, dans le Muppet Show, il y avait deux personnes âgées qui faisaient des commentaires sarcastiques sur le spectacle de marionnettes. En fait, ils ont des petits noms. Celui de gauche, il s'appelle Statler, et celui de droite, il s'appelle Waldorf. Celui-là, on voit qu'il est plus blanqué que l'autre. Lui, il est grisonnant, il a entre 50 et 74 ans. Et puis lui, il a 85 ans et plus, et il se tient un peu plus bas, plus voûté. Et en fait, le rapport, c'est le rapport entre ces deux classes d'âge. Donc, en clair, le Oldest Old Support Ratio, c'est le nombre de personnes âgées de 50 à 74 ans divisé par le nombre de 85 ans et plus. Qu'est-ce qu'il indique, ce nombre? Eh bien, c'est ce qu'on appelle la génération sandwich, les personnes entre 50 et 74 ans, celles qui s'occupent encore de leurs enfants si elles en ont, mais celles qui s'occupent également de leurs parents ou de leurs beaux-parents plus âgés. Et puis, cette génération sandwich ou pivot, c'est très souvent des dames, mais pas toujours. C'est elle qui est appelée à jouer un rôle de plus en plus important dans le futur. Alors, on a utilisé des données de la Human Mortality Database et puis de bases de données américaines. Et puis, on a fait des calculs pour la Suisse depuis 1875, tout d'abord pour le support ratio. On voit que pendant très longtemps, eh bien, on avait une population active qui était relativement importante. Ici, on était de l'ordre de 80% de personnes qui pouvaient soutenir des personnes jeunes. Et puis, on voit progressivement ce taux, il descend. Et puis, à partir de 2000, eh bien, il va en augmentant dans le sens qu'on a un poids de plus en plus de personnes âgées par rapport aux personnes qui travaillent. Et on voit que ce chiffre il va passer de 0,6 à 1. Carrément, on aura une personne qui travaille pour une personne en âge de retraite ou de moins de 20 ans. Si on inverse sur le support ratio, eh bien, ça nous indique quel est le nombre de personnes actives pour une personne dépendante financièrement. Alors, on voit les nombres pour la Suisse et puis le nombre pour les personnes âgées. Donc, il y avait à peu près 1,6 à 2 personnes en activité pour soutenir des personnes âgées et les personnes jeunes. Et on voit que ce ratio, il va diminuer, s'effondrer à quasiment 1 vers 2050. Si on prend le nouvel indicateur, le Oldest Old Support Ratio, en 1900, il y avait 120 personnes dans la classe d'âge des 50-74 ans pour, théoriquement, prendre soin d'une personne âgée de 85 ans et plus. Et vous voyez une chute quasiment en 1 sur X, avec une valeur en l'an 2000 qui était de l'ordre de 18, et puis en 2025 prévue à 9,5. Et on voit que les États-Unis et la Suisse ont les mêmes valeurs, et ce chiffre va tomber entre 3 et 4 d'ici 2050. Donc, dans un autre papier, on a refait ces calculs, je vous épargne les détails, mais pour l'ensemble des pays pour lesquels on avait des données, entre 1950 et 2050, bien sûr, au-delà de 2000, c'était des données extrapolées, mais on voit que l'Afrique a encore un taux relativement élevé, mais en 2050, ils auront 40 personnes entre 50 et 74 ans pour prendre soin d'une personne de 85 ans et plus. Par contre, si vous regardez tous les autres pays, y compris la planète entière, eh bien, on a une convergence en dessous de 20, de l'ordre de 10 à 12. En 2005, le chiffre au niveau mondial est estimé à 32. En 2050, il sera de l'ordre de 12. Alors bien sûr, après, on a fait des matrices de corrélation pour voir est-ce que cet indicateur il ramène une information supplémentaire par rapport à des données démographiques déjà existantes. Donc on voit qu'il est fortement associé, si on mesure une corrélation avec le taux de natalité, le nombre de naissances pour 1000 femmes en âge de procréer, avec le taux de mortalité infantile et avec le taux de fertilité. Donc il y a un lien direct que l'on peut établir. Par contre, avec les autres paramètres, l'association est moins importante. Ça veut dire que c'est un indicateur qui rajoute de l'information supplémentaire et le N, donc, qui correspond aux 174 pays qui ont été étudiés.
Les limites, c'est qu'on ne distingue pas les hommes des femmes, alors qu'on sait que les femmes ont tendance à plus s'occuper des autres que les hommes. Et puis, on sait qu'il y a également des soignants informels d'autres classes d'âge de celles qui sont mentionnées, et puis qu'il n'y a qu'une fraction des très âgés qui sont dépendants. Mais à la louche, c'est quand même un indicateur un peu robuste, mais simple, qui permet de se projeter dans l'avenir. Le BMJ a fait un éditorial avec un petit dessin pour illustrer la thématique. Vous voyez une personne de 50 ans qui pousse une personne de 70, qui pousse un octogénaire, qui pousse un nonagénaire. Alors ça, c'est la vision britannique, qui est très british. Ça, c'est la version helvétique, dessinée par Anna dans le bulletin des médecins suisses, où vous voyez un petit peu la tendance, les personnes actives et plutôt âgées qui soutiennent les jeunes, et puis, quand c'est l'inverse, c'est un peu plus compliqué. Maintenant, on va parler plus de physiologie et d'activité physique, toujours en lien avec la nutrition de manière indirecte. Et pour cela, on a utilisé des données de la course de l'escalade. Il faut savoir que la course de l'escalade est là en partie sponsorisée par les Hugues, qui tiennent un stand, ou plutôt une tente, où les personnes qui le souhaitent peuvent se faire mesurer une bioimpédance. Je vais vous dire tout de suite à quoi ça correspond. Ils peuvent se mesurer avant la course et après la course. Et ces mesures ont été faites pendant plus d'une dizaine d'années, mais jamais étudiées. Et c'est l'idée de Laurence Janton d'avoir récupéré ces données et de me les proposer pour les traiter. Alors, on a pas mal souffert dans la fusion. Alors ça, c'est pour vous montrer la période. Il y a chaque fois des affiches sympathiques. Celle-là, elle est due au fameux dessinateur qui dessine Titeuf. C'est 1999, l'année de début, et puis ici, c'est 2016, un autre dessinateur. Il y a toujours des affiches humoristiques. C'était une étude observationnelle transversale et longitudinale. La première partie était transversale. L'hypothèse, c'est que la composition corporelle va influencer les performances sportives. La technique, c'était une impédance-métrie électrique. Le lieu, c'était Genève, et c'était tous les participants volontaires de la course de l'escalade sur la période 1999 à 2016. L'idée et l'hypothèse, c'était qu'il existe un lien entre la composition corporelle et les performances. Les paramètres que l'on mesure, c'est l'indice de masse corporelle, donc la corpulence. On mesure également la masse maigre, la quantité de muscles que l'on a à bord, et puis la masse grasse. Et puis l'idée, c'était de voir parmi ces paramètres lequel prédit mieux les performances de la course. Et puis, les hypothèses suggéraient que si on a beaucoup de gras ou beaucoup de muscles, on est plus lourd, on va courir donc moins vite. Et on avait plus de 3000 participants à la course de l'escalade sur cette période. Donc l'impédance-métrie, comment ça se passe? C'est un petit appareil, on vous met des électrodes, on vous fait passer un petit courant continu entre les mains et les pieds, et en fonction de la vitesse de circulation du courant, on va pouvoir déterminer la proportion de masse maigre, de muscles, et la proportion de masse grasse que les personnes ont à bord. On a 3124 participants, et la difficulté qu'on avait, c'est que chaque année, le parcours de la course est différent. Il y a plusieurs courses, les longueurs sont différentes, donc on a dû retracer tous les trajets des différentes courses pour savoir qui avait couru quelle longueur. On a également obtenu les temps de course. Alors les temps, ils étaient mesurés par des microchips, donc ça c'était super précis, que quand le dossard passe, il y a une mesure automatique à la seconde près du temps réalisé. Et une fois qu'on a le temps et la distance, eh bien on peut calculer la vitesse, qui est une mesure de la performance physique des personnes. On avait leur âge, on avait leur sexe. Et puis aussi, un paramètre comme la course a lieu au mois de décembre. Certaines années, il peut neiger, ou il peut y avoir de la glace. Or, si on doit courir sur la neige ou sur la glace, eh bien, cela peut perturber le bon déroulement de la course. Donc, on a obtenu les données météo sur 30 ans, heure par heure, pour savoir s'il y avait eu des intempéries météo pendant la réalisation de la course. Alors, je vous épargne les détails, mais on a pas mal de paramètres sur les différents groupes d'âge. On a quelques personnes âgées aussi, on en a 60, de plus de 65 ans qui ont participé à la course. Ici, c'est pour vous montrer que si on regarde la vitesse sur l'axe des X, on voit que plus on a de poids, moins on court vite, en moyenne. Les personnes qui ont une forte corpulence, eh bien, elles courent à 6 km/h, alors que les personnes qui sont plutôt maigrichonnes vont courir plutôt à 18 km/h.
On observe la même chose si on regarde cela en fonction de la masse maigre, la quantité de muscle, ou en fonction de la masse grasse. Donc on a trouvé qu'il y avait une association inverse, effectivement, que plus on a une masse corporelle importante, et bien plus on va courir lentement, que si on a une masse maigre de taille plus importante, ça va améliorer les performances chez la femme. Par contre, chez l'homme, ça va réduire les performances. Donc on a un effet différentiel du muscle en fonction du sexe. Et puis, on a vu que la masse maigre et la masse grasse prédisaient mieux les performances de la course, la vitesse de course, que l'indice de masse corporelle. On a fait une deuxième étude, parce que certaines personnes courent la course plusieurs fois, plusieurs années de suite, et ont participé plusieurs fois à la mesure d'impédance-métrie. Alors ça, ce sont les données qui ont été répétées. On voit chez 377 femmes qui ont eu 1419 mesures, donc à peu près 3 à 4 courses par personne, donc c'est les mêmes points. On regarde ici leur vitesse de course en fonction de leur masse musculaire. Si on regarde la masse musculaire, on voit que la régression est carrément linéaire. On n'a quasiment pas d'effet du muscle sur la vitesse de course chez les femmes. Ensuite, on voit que les personnes qui ont plus d'embonpoint vont courir plus lentement, 8 km/h en moyenne, contre 16 km/h, le double pour les plus performantes. Et puis on voit qu'on a une pente qui est beaucoup plus marquée pour la fat mass, donc pour la masse grasse. Chez les hommes, on observe la même chose pour la fat mass, les effets sont moins marqués pour la fat free mass. Alors, j'aime bien les belles images. Alors ici, j'ai fait ce qui s'appelle un contour plot, où on voit ici la taille de la personne, la taille des femmes, et puis ici, leur poids. Est-ce qu'on voit, plus la femme est grande, plus elle court vite, parce qu'elle a les jambes plus grandes, donc elle a besoin de faire moins de pas. Par contre, si elle est plus grande, elle a plus de poids, donc on a ici une diagonale, et on voit quand le poids est trop important, eh bien, cela va freiner les performances. Donc, l'intensité de la couleur, plus on est rouge, plus on court vite, plus on est bleu, plus on court lentement. Donc on voit les personnes qui ont de l'embonpoint vont courir plutôt vers 6-7 km/h, alors que les personnes plus grandes et plus légères eh bien, vont courir à quasiment entre 14 et 16 km/h. Si on fait la même courbe chez les hommes courent plus vite parce qu'ils ont plus de muscles, et on voit un petit peu la même tendance que les hommes qui ont plus de poids auront tendance à courir moins vite. Ça, je vous épargne le détail. On a fait des modèles de régression mixte en tenant compte que chaque personne a été mesurée plusieurs fois. Et puis ça, c'est le résultat de la prédiction de la perte de performance en fonction de l'âge, ajustée pour plusieurs paramètres. Donc en haut, on a les hommes et en bas, on a les femmes. Et ici, ça permet d'objectiver chez les mêmes personnes, en moyenne, la diminution des performances de vitesse à la course chez plus de 500 messieurs et quasiment 400 femmes qui ont eu des mesures répétées au cours du temps dans des conditions quasiment expérimentales. Alors on voit que la baisse n'est pas énorme, mais on passe de 11 km/h à 10 km/h chez les femmes. Par contre, chez les messieurs, la chute est plus marquée. On voit que la cassure, elle survient surtout chez les messieurs à partir de la cinquantaine, où on passe de 13 km/h à en dessous de 12 km/h. Alors pour les amateurs, la 47e course, l'affiche est déjà sortie. Ce sera du 6 au 7 décembre 2025. Maintenant, mes dadas, c'est l'utilisation de données de mortalité quotidienne. On sait qu'il y a plusieurs paramètres qui vont impacter la mortalité et la longévité. Il y a le sexe, les hommes meurent plus rapidement que les femmes. Il y a une prédisposition génétique, mais la génétique ne compte que pour 25% dans la longévité, c'est surtout l'environnement qui est important. Il y a les conditions prénatales. Les Anglais ont démontré que si on a un mauvais Apgar à la naissance ou un petit poids à la naissance, eh bien, on sera plus fragile une fois qu'on atteint l'âge de 65 ans. Ils ont retrouvé les dossiers des personnes âgées lorsqu'elles étaient bébés pour faire ce type d'études. Le niveau socio-économique, s'il est défavorisé, va péjorer la survie. Le statut marital ne va rien changer pour les dames. Par contre, les hommes mariés auront une espérance de vie augmentée. Un statut de migrant va être défavorable. Le style de vie va
bien sûr influencer la survie et la technologie médicale. C'est ce qui est retenu comme critère majeur par les actuaires, donc les personnes qui calculent les primes d'assurance vie. En pratique, il y a d'autres paramètres. Donc, dans ce papier-là, on s'est intéressé à la canicule de 2003. J'en ai déjà parlé au symposium il y a quelques semaines, donc j'ai passé rapidement dessus. On sait que le nombre de victimes lors de cette canicule variait beaucoup d'un rapport à l'autre. Il y avait eu plus de 70 rapports scientifiques avec des chiffres très divergents. L'idée, c'était collecter des données au niveau européen dans 16 pays, au niveau régional, de mortalité jour par jour, sur 7 ans, les 5 ans avant la canicule, l'année de la canicule, et puis l'année qui suivait. Et puis, prendre les valeurs de mortalité estivale comme les références. Ça, c'est les périodes couvertes. Les zones jaunes ont été concernées par la canicule de 2003, et puis les zones mauves ne l'étaient pas. Si on regarde la mortalité cumulée, on voit qu'il y a eu un pic de mortalité en juin, 1000 personnes décédées en plus que la fréquence usuelle des 5 années qui précédaient, un pic similaire en juillet et un pic massif en août de 5000 morts, un même jour donné qui était le 13 août, surtout en Île-de-France, et puis encore un petit pic résiduel avec quand même 500 à 800 morts, surtout en Italie et en Espagne. Si on fait la courbe cumulée de ces excès de mortalité, eh bien, on voit qu'on arrive à 70 000 décès dans les 16 pays concernés, ce qui faisait l'objet de l'article. Et puis, dans certains pays, on a constaté qu'il n'y avait pas d'effet de moisson, c'est-à-dire que les personnes qui sont décédées pendant cette canicule, eh bien, ce ne sont pas des personnes qui seraient de toute façon décédées l'hiver suivant, parce qu'à cause de la grippe, l'hiver suivant, il y a quand même eu une augmentation de certains décès. Suite à ce travail, on n'avait pas de données de température. On a juste comparé la mortalité par rapport aux années précédentes. Suite à cette publication, des collègues espagnols ont proposé une collaboration et on s'est intéressé à voir quelle était la sensibilité des populations humaines au changement de température. Et à partir de températures quotidiennes par région, de données d'humidité et de mortalité, dans 187 régions, on a pu définir 54 régions qui ont une météo similaire, qui couvrent une population de 400 millions de personnes. Et cette courbe, qui avait été proposée pour la première fois, indique qu'on a une température de confort en Europe qui est de l'ordre de 18 degrés. C'est la température à laquelle on décède le moins. Quand on chauffe un peu, quand on monte à 25, on voit que la mortalité augmente de manière exponentielle. Ici, c'est le nombre de décès par million d'habitants. Par contre, il faut refroidir d'à peu près 20 degrés pour obtenir une mortalité équivalente. Si on ajuste pour l'humidité, ça ne change rien, on a des relations similaires. On a fait ces calculs pour chacune des 54 régions, avec une équation pour la partie chaude et une autre équation pour la partie froide. On a reproduit ça 54 fois et ça nous fait un faisceau de courbes pour chaque région d'Europe avec des comportements différents. À partir de cela, on a observé qu'on a un pic de mortalité chaque hiver et un creux de mortalité chaque été. Ça, c'est l'observation usuelle. Si on ajuste pour l'humidité, eh bien, on voit qu'on a des courbes équivalentes. Ici, c'était la température. La température plus chaude en été, plus basse en hiver. Si on superpose la mortalité, eh bien, on voit qu'on a une image inverse. Quand il fait chaud en été, on meurt moins. Quand il fait froid en hiver, on meurt plus. Et cela régulièrement. La seule exception, c'est en 2003, où on voit qu'on a une mortalité qui est augmentée pendant la période estivale ici, avec un pic qui est quasiment plus de la moitié du pic hivernal précédent. On a donc dessiné cette tendance d'augmentation de la mortalité pendant les étés, la diminution de la tendance de la mortalité durant les hivers, et cette période d'observation de 7 ans, on l'a mis dans des modèles climatiques pour faire des prévisions jusqu'à 2100. Alors on sait que les modèles sont relativement instables. Avec cette petite période, on peut déterminer qu'à partir de 2040-2050, on devrait mourir plus en été qu'en hiver en Europe. Actuellement, on meurt plus en hiver et moins en été. Cette tendance devrait s'inverser. Donc, on s'attend à un changement de saisonnalité si rien n'est fait. Maintenant, on s'est posé une autre question plus économique.
Les papiers d'économie se posent toujours la question, quand on a une récession économique, comment cela influence la mortalité au niveau d'un pays? Est-ce qu'on meurt plus ou est-ce qu'on meurt moins quand on est en récession? On avait toutes les données pour répondre à cela, donc on a pris le produit intérieur brut des 16 pays, enfin des 15 pays parce que celui de la Suisse est calculé d'une manière autrement, différente, et puis on savait qu'il y avait une récession qui est survenue en 2008. Donc on a utilisé 140 régions pour lesquelles on avait ces données mesurées chaque année et on a fait des courbes où on voit l'évolution de la mortalité en fonction de l'évolution du produit intérieur brut de tous les pays. Et qu'est-ce qu'on constate? Pour la plupart des pays, ici on a la Pologne, on voit que quand le revenu augmente, eh bien la mortalité diminue. Mais on voit que quand le revenu a tendance à diminuer, comme ici pour la Croatie, eh bien, la mortalité continue à diminuer malgré tout. On le voit également pour l'Espagne ici. On a une diminution de la mortalité quand, sur l'axe des X, le produit intérieur brut augmente. Et on voit qu'on a une poursuite de cette diminution de la mortalité qui suit la crise économique. Donc, quand on a un losange ici, on a la période de crise économique. Donc, si on fait une mesure de synthèse, pendant la période de crise économique en 2008 et 2010, pour les régions concernées, on voit qu'on a une mortalité qui est significativement plus basse que dans les périodes où l'économie est normale, et ceci ajusté pour la température. Donc, c'est la première fois qu'on démontrait au niveau européen que, en fait, les récessions diminuent la mortalité. Comment est-ce qu'on explique cela? Eh bien, on pense qu'il y a une meilleure qualité de l'air parce que les usines tournent à un régime plus faible pendant les crises économiques. Il y a moins de circulation routière. Comme les gens vont moins au travail parce qu'il y a un chômage technique, ils attrapent moins d'infections virales. Et puis, certaines mauvaises habitudes, comme la consommation d'alcool ou de tabac, pourraient éventuellement également diminuer. À partir de ces données, on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait encore faire comme exploitation des données? Et puis là, c'est l'idée qui m'est venue, c'était évaluer l'impact du passage à l'heure d'été et du passage à l'heure d'hiver. Donc on sait que ce changement, il a lieu en Europe depuis plusieurs décennies, que l'objectif à la base, c'est faire des économies d'énergie, ce qui n'a jamais été vraiment démontré. Et puis, la question qu'on se posait, c'était est-ce que le passage à l'heure d'été ou le passage à l'heure d'hiver va modifier la mortalité? Alors, on a pris les mêmes données de 1998 à 2012, avec un nombre de décès de l'ordre de 4 millions par année sur une population de 400 millions qui va croissant. Et on a regardé ces courbes année par année pour voir comment ça évoluait. Alors ici, je vous montre l'année 2000, l'année 2003 et l'année 2010. Donc l'année 2003, on voit le pic de mortalité. Et ici, vous voyez des petits grains. J'ai été frappé en mettant les petits grains. Les petites boules, c'est des dimanches et les petits triangles, c'est des lundis. Alors là, on ne voit pas grand-chose. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est quand on met les 15 années et qu'on fait la somme des décès sur les 15 ans et qu'on aligne tous les jours en fonction du passage à l'heure d'été ici au printemps. Si on regarde 7 jours avant, 14 jours avant, 21 jours avant, 28 jours avant, on voit qu'on a un pattern régulier. La mortalité, elle fluctue chaque semaine. On a un creux de mortalité, une petite diminution le samedi et un creux tous les dimanches. Les dimanches, on meurt moins. Et les lundis, il y a un petit pic qui suit le creux du dimanche. Et on observe ça toute l'année. Et puis, en automne, on observe la même chose. Il y a toujours un petit creux de mortalité le dimanche et un petit pic le lundi. Si on fait des courbes pour essayer de voir ce qui se passe, alors on voit qu'au printemps, si on relie ici tous les lundis et puis tous les dimanches, on voit qu'après le passage à l'heure d'été au printemps, on observe une augmentation de la mortalité apparente quand on fait la somme de tous les pays. Et puis, on a bien sûr fait des modèles statistiques, on a ajusté pour plein de paramètres, la saison, le mois, le sexe, le groupe d'âge, la latitude, la longitude, le pays, le produit intérieur brut, la température, l'humidité, la vitesse de vent maximum.
etc. Quand on regarde tout ça, eh bien, en fait, on voit qu'après le passage à l'heure d'été, en fait, la mortalité elle diminue, contrairement au graphique. Et comment cela s'explique? C'est parce qu'en fait, chaque pays a des fluctuations qui sont relativement importantes et on tient compte de l'effet de chaque pays dans le modèle. Alors, quand on regarde la courbe, on voit la somme de ce qui se passe sur tous les pays, ce qui n'est pas la même chose. Donc, on discute dans cet article pourquoi est-ce que c'est ainsi. On a constaté que cette variation, ce creux de mortalité le dimanche et ce pic du lundi, eh bien, il s'observe toutes les semaines, tous les mois, toutes les saisons, toute l'année, dans chaque pays, sauf le Luxembourg, il n'y a que 500 000 habitants, qui est un petit peu trop petit pour le mettre en évidence. Alors, je vous épargne les détails, mais on ne l'observe pas chez les enfants de moins de 5 ans. Chez les enfants de 5 et 15 ans, on ne l'observe pas. Par contre, chez les hommes entre 15 et 30 ans, on voit un pic inversé. Les hommes entre 15 et 30 ans, ils meurent plus le week-end et moins la semaine. Pourquoi? Parce qu'ils ont des activités à risque le week-end. Ils roulent vite, ils roulent bourrés, ou bien ils font des activités sportives relativement dangereuses. Alors on s'est dit, est-ce qu'on a un biais de détection? Typiquement, les personnes âgées qui sont décédées le dimanche, on trouve le corps que le lundi, ou dans les statistiques, c'est rapporté que le lundi. Ben non, on a pu démontrer que ce n'est pas le cas. Qu'on n'avait pas de biais de détection, on n'avait pas de biais de rapport par les médecins. Et puis on s'est dit, est-ce que les activités sociales et familiales exercent une certaine protection le week-end? Et puis on a émis une autre hypothèse, parce qu'on a vu des courbes qui montraient qu'il y avait des pics de pollution le lundi, que peut-être qu'on aurait des pics de pollution du lundi qui pourraient expliquer ce pic de mortalité. Donc, ce qu'on a fait avec les données que je vous ai montrées jusqu'à maintenant, avec ces données de mortalité quotidienne, on a exploité les fréquences de décès quotidiennes, les taux de mortalité et des données météo. On a exploité également des modèles prévisionnels de météo. On a utilisé l'association avec le produit intérieur brut, plus des conventions sociales comme le passage à l'heure d'été. Et puis, restait une hypothèse qui était, quelle est cette fameuse cause de décès? De quoi meurt-on plus le lundi? Et puis, est-ce qu'il y a une association avec la pollution? Et ça, c'est l'objet de la dernière thèse de doctorat que j'ai dirigée, qui n'est encore pas rendue. Elle est en train de passer à l'antiplagiat, elle va être remise les jours qui viennent. L'article est déjà écrit, il est quasiment accepté, il est en révision dans le Journal of the American College of Cardiology Advance. Et ce fameux pic du lundi, on a pu déterminer à quelle pathologie il est dû. Là, on voulait faire ça en Île-de-France, où j'avais les données de pollution de la région parisienne, heure par heure pendant 30 ans. Le problème, les données météo étaient trop coûteuses à obtenir. Finalement, on a obtenu les données en Espagne. Alors, ce n'est pas moi qui les ai analysées. On a les données de cause de décès, les données de pollution, les données de température. Et ici, on voit que si on prend la mortalité toute cause, il n'y a pas de pic du lundi, c'est les bâtons gris. Ici, on a la valeur du lundi. On voit que les maladies respiratoires, parce qu'une des hypothèses, c'était si on a un pic de pollution, on pourrait avoir des crises d'asthme qui déclenchent des morts subites avec un délai très court. On voit que non, les crises d'asthme, les maladies respiratoires n'ont pas de pic le lundi. Elles augmentent plutôt le mardi. Par contre, les maladies cardiovasculaires, elles, augmentent franchement, quand on regarde la proportion des décès de la semaine, le lundi. Si on regarde la catégorie des maladies cardiovasculaires, est-ce les maladies ischémiques, cardiaques, les autres maladies cardiaques ou les maladies cérébrovasculaires? On voit que c'est surtout la maladie cardiaque ischémique et dans une moindre mesure les AVC. Et puis, si on regarde les infarctus du myocarde aigus, tels que classés sur les certificats de décès dans toute l'Espagne sur une période de 15 ans, eh bien, on voit qu'on a un clair pic de décès qui survient les lundis. Ici, on a regardé la même chose, le graphique n'est pas tout à fait bon, par groupe d'âge. On voit que ça se retrouve dans tous les groupes d'âge, les moins de 65 ans, mais également les plus de 84 ans. Et puis, si on regarde les niveaux de pollution, on voit qu'on a un creux au niveau des particules fines. On a regardé les petites particules de 2,5 micromètres, de 10 micromètres, les oxydes d'azote et puis l'ozone. Eh bien, on voit qu'on a un petit pic des petites particules le lundi, mais qui est relativement modeste. Au final,
Si on regarde la courbe non ajustée en rouge du pic de mortalité, si on calcule donc le risque relatif, on a bien un pic du lundi, mais ce pic du lundi, il n'est pas modifié quand on ajuste pour la pollution. Donc on peut en déduire que ce n'est pas la pollution qui explique ce pic du lundi. On a regardé plein de paramètres, ville, campagne, les effets de saison, etc. On n'a pas retrouvé d'association significative. Donc c'est la première étude qui explore le lien entre un facteur environnemental et l'excès de mortalité cardiovasculaire du lundi. On sait qu'il y a moins de décès le dimanche, qu'on a un pic de décès du lundi. Ce pic, il est dû à des infarctus du myocarde aigus. Et puis, on a un pic de pollution. Le problème auquel on s'est heurté, c'est quand on analyse les données détaillées, l'Espagne, si on regarde toute l'Europe, maintenant on a des données sur l'Europe de l'Est à Ouest, on a un gradient de mortalité. C'est dans les pays méditerranéens qu'on meurt le moins d'infarctus du myocarde, suite au régime méditerranéen, l'huile d'olive, le bon vin, etc. Si on avait probablement fait la même étude dans un pays de l'Est, et plus au nord, genre Pologne ou Tchéquie, eh bien, probablement qu'on aurait des taux de mortalité plus importants et une pollution plus importante, parce que l'Espagne est également un pays qui est relativement peu pollué. Donc, on a des résultats négatifs, néanmoins intéressants. L'hypothèse, pour le moment, n'est pas validée, mais je présume qu'elle n'est pas exclue. Dans les critiques du travail, c'est qu'on a pris des moyennes de pollution quotidienne. Or, on sait dans une littérature récente qu'il faudrait utiliser des données de pollution horaire et de la mortalité horaire, parce que le delta temps entre le pic de pollution et la mortalité survient en moins de 4 à 6 heures, d'après certaines études. Voilà, maintenant, je vais passer à la partie discussion. Donc, je vous ai fait un petit florilège, un petit best-of des papiers publiés. Je ne vais pas revenir sur la petite synthèse, je vais plutôt revenir sur l'image de départ. Cette image de départ, c'est une fontaine, et l'immeuble que vous voyez derrière, c'est un immeuble où j'étais voir une patiente âgée à domicile qui avait passé en chirurgie digestive, et on faisait un suivi des personnes un mois après. Je l'avais contactée pour lui dire que j'allais lui rendre visite. Et je me pointe à 11h, j'avais vu 3 autres patients et patientes avant. J'entends que ça grattait à la porte et elle n'ose pas m'ouvrir. Finalement, j'ai appris que la dame avait des troubles cognitifs. Son fils écrit par la suite au professeur Rohner, qui était le patron de la chirurgie digestive à l'époque, avec qui je travaillais sur le projet, pour lui dire qu'il a été surpris que sa mère reçoive la visite d'un médecin des Hugues. La dame s'était trompée dans l'heure parce que je l'avais appelé la veille au téléphone et il avait appelé la police et la police m'attendait dans cet immeuble à 9h du mat'. Et du fait qu'elle s'est trompée d'horaire, j'ai échappé à une arrestation provisoire et un contrôle d'identité dans ce fameux immeuble. Mais pourquoi je vous en parle ? C'est parce que cette fontaine et cet immeuble sont localisés sur l'avenue Vibert. Or, Vibert était une famille carougeoise célèbre dont le personnage le plus important était James André Vibert, qui a été formé comme métallurgiste, puis ensuite comme sculpteur. Il a travaillé pendant 5 ans avec Rodin à Paris, et c'est le principal sculpteur du mouvement symboliste en Suisse. Ici, vous avez une photo de lui dans son atelier à Genève. Il était professeur aux Beaux-Arts. Voici une version coloriée par l'IA. Et puis, voici une de ses œuvres majeures. C'est le Serment du Grütli ou les 3 Suisses, sculpture de 24 tonnes qui est sous la coupole du Palais fédéral. Le Palais fédéral a été inauguré en 1901 et la statue a été installée en 1919, donc il a mis 19 ans pour la mettre. Il y a un timbre-poste des années 40 qui illustre la même sculpture. Une autre sculpture candidate, c'est celle de l'effort humain devant le siège de l'OMC. Et puis, pourquoi je vous en ai parlé ? C'est qu'au musée d'art et d'histoire, qui était inauguré en 1910, la ville de Genève lui a construit les 2 socles, et au premier étage du musée, il y a 2 statues, enfin 2 groupes de statues. Vous voyez ici, celle-là s'appelle le passé, et celle-là s'appelle l'avenir. Alors, si on regarde sur les statues, le passé, il y a une grande urne, et les 4 personnages, 2 couples, regardent à l'intérieur. Ils ne se regardent pas, mais ils regardent ce qui s'est passé dans l'urne. Et puis, le futur, ils regardent au loin, ils ne se regardent jamais. Et
Pour Vibert, la forme était toujours le vêtement d'une idée, surtout d'un symbole. Donc il symbolise les choses et je trouvais très fort cette idée de parler du passé et de l'avenir. Et bien sûr, c'est un petit peu mon thème, je vous ai parlé de tous mes résultats du passé, il y a encore quelques résultats qui vont venir, mais le plus important, c'est quand même le présent. Et il manque une sculpture. Je me suis dit, ça aurait été sympa d'avoir la sculpture du présent par Vibert. Alors, je me suis essayé à l'IA, mais je n'avais pas beaucoup de temps. Alors ça, j'ai refait celle du passé avec une certaine IA. Ça, c'est une autre qui illustre le présent. Il ne se regarde pas vraiment. Alors, j'avais assez peu de temps. Et puis, ça, c'est encore une autre version avec des horloges sans les heures. Une autre où on voit que le présent est quasiment inaccessible pour certains ou pour certaines. Et puis, une un petit peu plus virtuelle, qui correspond mieux au présent où les personnes se causent, mais il y a quand même une personne âgée qui est un petit peu à l'écart. Ceci pour vous dire que, j'aime bien les citations aussi, que Thoreau disait comme ça, il faut vivre dans le présent, se lancer sur chaque vague et trouver son éternité dans chaque instant. Donc il ne faut pas trop se pencher sur le passé, quoiqu'il est très important et j'aime bien l'histoire, et puis pas trop rêver au futur parce qu'on n'est pas sûr qu'on l'atteindra. Maintenant, je vais passer à la partie remerciements et gratitude. Alors, je me suis amusé à faire un remerciement statistique. C'est les dernières stats que j'ai fait cette nuit. J'ai 563 publications et 1030 auteurs, co-auteurs sans moi. Et sur ce graphique, vous avez le nombre de papiers pour chaque auteur, co-auteur, et puis l'année moyenne de publication. Et puis, j'ai mis un petit bruit de fond, et puis j'ai mis ici une échelle logarithmique pour voir avec qui j'ai le plus publié. Donc, je remercie sincèrement tous mes co-auteurs. Chacun se retrouvera. Aline, tu es là. Christophe, tu es là. Etc. Chacun s'y retrouvera. Mais j'aimerais aussi remercier mes mentors. Le professeur Jean-Pierre Junot, que j'ai eu la chance de connaître lorsque j'étais stagiaire, c'est lui qui a signé mon premier contrat quand j'étais stagiaire en 6e année. Le professeur Jean-Raoul Scherer, le professeur Charles Safran, qui était mon guide quand j'étais à Boston, le professeur Michel, les professeurs Risoli et Gabriel Gold, ici à Genève. Et puis tous mes collègues, je ne vais pas les nommer, mais ils se reconnaîtront, avec qui j'ai travaillé de manière très proche. Ceux d'ici, la ligne du haut, et ceux d'ailleurs, la ligne du bas, surtout l'Espagne et la France. Et puis, les 5 dames qui vont assurer ma succession. Pour finir, petite touche économique, tout le monde utilise ces billets, mais personne ne sait ce qu'ils signifient. Et j'ai utilisé ça dans un papier sur les bourses. Le billet de 200 francs a pour thème la vocation scientifique, et son élément principal, c'est la matière. On parle justement de la nouvelle série de billets. Le billet de 20 francs représente la créativité. Ce sont des ingrédients indispensables pour une activité professorale. Il faut également le sens de l'organisation qu'évoquait Antoine précédemment. Et puis, le goût de la communication pour l'enseignement. Ça, c'est le billet de 1000. Vous voyez que c'est ce que la Confédération et la Banque nationale a donné le plus de poids. Voilà, je m'arrête ici, puis je vous remercie pour votre attention. Merci à vous. Cher François, merci pour ce beau voyage dans les histoires personnelles, les chiffres qui nous racontent des réalités qu'on a parfois de la peine à concrétiser, et puis tous ces liens assez improbables que tu arrives à tisser. Puis je suis content de voir que tu n'as pas perdu ton côté geek avec maintenant l'utilisation de l'intelligence artificielle à des fins artistiques et philosophiques. Merci pour ce beau voyage, merci pour cette belle leçon d'honneur, et puis ben voilà, pour tes trajets en moto, pour Merci le sac de la faculté de médecine avec un bon livre aussi bien riche en anecdotes sur l'histoire de la médecine pour t'accompagner.
accompagner dans tes différentes activités qui vont t'occuper prochainement. Tout de bon pour la suite et merci encore. Merci tout plein, Antoine. Merci à tous et à toutes. Et donc, vous êtes tous attendus à une verrée de l'amitié qui nous attend à l'extérieur.